Thomas Youert from France. In live with podcast. Play with his skates. There's Johan Franzen. Watch the backhand right here. He gets the skates up and he stops it with his pad. What a stop. Hello les amis, nous sommes en direct pour un nouvel épisode, en direct enregistré, c'est ça qui fait notre force, avec une légende du sport français. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Christo Baluette dans notre podcast pour parler cartes, collection, hockey sur glace, enfin un vrai sport. Comment ça va Christo ? Salut les gars, ça va bien, merci. Merci à toi de nous accorder du temps parce qu'on est des grands fans de sport américain et moi je suis collectionneur en plus de hockey, donc ça me fait un immense plaisir de t'avoir. Et en plus ma femme qui collectionne aussi les cartes de hockey fait les gardiens, donc elle a quelques belles cartes de toi dans sa collection et c'est un immense honneur de pouvoir discuter avec toi. C'est des cartes vintage alors, hein. C'est des... c'est des belles cartes que je vais te... alors, je peux te montrer, elles sont là. Hop, un bel autographe de toi. Ouais. Il y en a une comme ça aussi. Et il y en a une où tu es aussi avec bien accompagné avec Patrick Roy. Ah d'accord. Moi, je connais pas toute l'existence de toutes ces cartes. Mais bon. Et voilà, j'ai une petite carte aussi où tu es avec Michael Ryder et votre capitaine Saku Koivu. Ah ouais, celle-là je la connais. Ouais. Ouais, voilà. Et toutes ces cartes, toutes ces choses autour de notre passion, c'était le but aussi de ce podcast parce que on s'interroge toujours. On a eu la chance d'avoir Tariq Abdoulouad pour le basket qui nous avait dit donc avoir découvert ça essentiellement aux États-Unis après sa draft avec les photos pour les cartes. Et on voulait discuter de ça avec toi. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais découvert déjà avant en France, en Suisse aussi, puisque ta première carte officielle, c'est celle-ci, hein, c'est à Lugano. Et arrange-la vite, celle-là. Et savoir, voilà, comment a été tes premières marques avec les cartes, parce que c'est quelque chose qui est très connu au Canada et aux États-Unis. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Moi, j'ai fait le tournoi Pee-Wee en 86 ou 87. Et en fait, c'est là où j'ai découvert toutes ces cartes. Et puis, j'ai déménagé récemment et j'ai retrouvé des vieux cartons avec les cartes de l'époque, justement. Donc, je m'intéressais pas mal. Je crois que le tournoi Pee-Wee, on fait les pins et puis les cartes, quoi. On essaie de récupérer des trucs comme ça. Et c'est... après, moi, bon, j'ai un peu arrêté. Je pense que c'était pour moi, c'était une période, on va dire, l'adolescence où le hockey, ça m'a fait rêver, le tournoi Pee-Wee, de voir, de se rapprocher, de pouvoir voir un peu les vrais pros, les superstars à Montréal. Et voilà, mais j'étais content de les retrouver, ces cartes, quand j'ai déménagé. Puis après, on m'en a donné d'autres à moi, quoi. C'est ça, un peu après la différence, c'était qu'on me donnait les cartes de moi-même. Donc voilà. Mais, d'ailleurs, quel est ton rapport à la collection ? Est-ce que tu es plutôt collectionneur ou pas du tout ? Et est-ce que quand justement tu venais pour fabriquer des cartes ou être approché par la société qui fabrique des cartes, est-ce que tu conservais toutes tes cartes précieusement ? Non, je suis pas tellement collectionneur. Mon père était très collectionneur de timbres, pins. Enfin voilà, lui il est beaucoup plus soigneux que moi. Moi je suis pas assez discipliné pour faire des collections. Non, mais par contre mes cartes, oui, j'en ai gardé pas mal, mais je les donne. Enfin, en fait, Oui. je les donne volontiers. Là, j'arrive un peu au bout de mes cartes de NHL, donc j'essaie d'en garder quelques-unes de chaque pour ma collection, enfin pour mon souvenir personnel. Mais c'est vrai que je pense que c'est fait pour donner ces cartes, c'est pas fait pour garder. D'accord. Est-ce que tu as senti une différence aussi une fois que tu as été que ce soit avec les Kings, ou est-ce que tu as senti des étapes dans les demandes, dans l'intensité, parce qu'on sait que des fois vous signez je sais pas combien de cartes. Comment ça se passait tout cet univers, parce que les coulisses on nous a un petit peu raconté, mais
en hockey, comment ça se passe un petit peu? Quand j'étais à Los Angeles, je commençais. Il n'y a pas, enfin, même si les gens aiment le hockey à Los Angeles, c'est pas le sport numéro un. Donc c'était assez calme, mais ça a commencé à Montréal vraiment, où, on va dire au Canada en général, où il y a beaucoup plus de gens qui demandent des signatures, même si le joueur NHL n'est pas vraiment accessible du grand public parce que on est dans les hôtels, on rentre par dessous les patinoires, on ressort par dessous. Enfin, on n'est pas vraiment en contact avec le public, mais ensuite, il y a des grosses compagnies qui nous contactent via nos agents pour signer, je sais pas moi, 1000 cartes en une demi-heure, et puis moyennant de l'argent, des choses comme ça. Ça se fait beaucoup. Donc c'est vrai que sur le marché canadien, c'était des choses qui arrivaient beaucoup plus souvent pour les joueurs. Certains joueurs avaient même dans leur contrat une certaine marque de cartes. Enfin voilà, il y a des. Ouais. Moi, c'était pas du tout ça. Hein. C'était assez chill. Il n'y avait pas vraiment de guéguerre autour de moi. Mais c'est vrai que je pense que les superstars, il peut y avoir des contrats d'exclusivité. C'est pour ça des fois qu'on voit peut-être des joueurs qui signent pas des certaines cartes. J'en sais rien. Oui, c'est vrai. Oui, ça arrive. Mais c'est vrai que, comme tu dis, Montréal, qu'en plus, ça a été un beau moment de ta carrière, il y a dû quand même avoir une hype parce que les gardiens, c'est en général des gens qui sont collectionnés. Un Français qui est gardien des Canadiens, t'as dû sentir quand même une grosse différence, je pense, quand même. Ouais, alors c'est vrai, on la ressent un peu surtout, mais c'est vrai que après moi je sais pas comment les autres joueurs avec les cartes, comment ça se passe, mais c'est vrai que tout est un peu plus quoi, au Montréal et au Canada. Donc ça c'était une des choses qui était aussi, mais évidemment, il y avait beaucoup plus de frénésie autour. Mais je sais qu'en plus, à Montréal, le poste de gardien, il est quand même très adulé. C'est-à-dire que c'est vraiment le poste sur lequel les commentaires se font beaucoup et que l'attention est souvent très focalisée. Donc, t'as dû avoir quand même une importance pendant cette période-là. Ouais, ils ont tellement d'heures de parole sur le Canadien de Montréal que des fois, c'est plus simple de dire si le gardien il l'avait arrêté ou s'il Oui. l'avait pas arrêté. Non, mais je crois que c'est un peu partout comme ça. Le gardien, c'est sûr qu'à Montréal, tout a plus d'importance. Et puis, comme le rôle du gardien est important dans le hockey, il est encore plus important pour Montréal. Donc voilà, mais ça reste à peu près la même chose partout, je pense. Parce que, moi, ce que j'en vois de l'extérieur, c'est que j'ai l'impression que les gardiens qui sont à Montréal subissent plus de pression que dans les autres franchises. Mais c'est peut-être qu'une illusion de spectateur, tu vois, d'extérieur. Mais c'est le ressenti que j'ai. C'est parce on suit plus cette franchise-là aussi, je pense. Oui. Mais non, mais c'est sûr qu'il y a plus. Je vais pas dire le contraire. Je pense qu'il y a plus. Mais c'est la même chose à Toronto, c'est la même chose à Vancouver, à mon avis. D'accord. Voilà, les grandes villes canadiennes, je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose à New York. Je pense que c'est la même chose. Moi, je l'ai senti à Chicago, même si c'était beaucoup moins qu'à Montréal. Donc, voilà, je veux dire, la pression, c'est aussi un petit peu la pression qu'on se met soi-même avec ces choses-là. Bien sûr, en plus. Je l'avais pas du tout à Montréal, par exemple. Je l'ai eu à Chicago. Donc, ouais. Et en plus, c'est un poste où tu es tout le temps en concurrence avec le premier ou le deuxième gardien. Donc, c'est particulier par rapport aux autres joueurs où il y a 3 lignes ou 4 lignes et ils peuvent toujours avoir un peu plus de temps de jeu. Toi, tu es obligé toujours de batailler pour se garder dans l'effectif. Ouais, mais ça, c'est les règles du jeu qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Donc, ça, elles ne changent pas forcément en NHL. On est habitué à ça. Je pense qu'il y a des étapes dans notre carrière où on est plus en forme. Il y a des ligues où on est plus au niveau. Mais on commence toujours par en bas et on finit toujours par en haut. Ça, c'est la vérité. De toute façon, il n'y a pas de secret. C'est le travail qui paye, qui finit par payer toujours. Hein. Ouais, et puis il faut, voilà, moi j'ai toujours été assez pote avec les autres gardiens parce que finalement la concurrence elle n'est pas forcément entre
entre nous, c'est les coachs qui choisissent. On essaie d'être. Enfin, Bien c'est sûr. le sport individuel et puis c'est le coach qui Et, choisit. d'ailleurs, c'est une autre question. Quand vous vous entraînez les gardiens, je sais que vous avez des entraîneurs spéciaux pour les gardiens. Est-ce que vous, avec le suppléant, vous vous entraînez à deux ou vous avez chacun votre programme? Ça se passe comment? Vous vous donnez des tips? Parce que je sais que chaque gardien aussi a ses spécificités. Non, on travaille ensemble en règle générale. Enfin, celui qui joue, des fois, travaille un petit peu moins parce qu'il a la charge du match, mais dans les périodes de pause, en général, c'est la même chose pour les deux gardiens. D'accord. Bon, moi, c'est ce que je fais maintenant, hein. Je suis entraîneur des gardiens, donc je différencie pas les. Peut-être que je vais travailler plus un truc avec un gardien parce qu'il a plus besoin que l'autre, mais la charge, en tout cas, elle est la même s'il joue la même chose. D'accord. Ouais. Ok. Et encore, j'avais encore deux autres questions, mais Vas-y, après, Adrien. on peut revenir aux cartes. Excuse-moi, je suis trop content, donc j'en profite. Vas-y, Donc, tu es devenu entraîneur des gardiens et je suppose que ça aussi, c'est quelque chose que tu apprends au fil du temps avec ton expérience en tant que joueur. Et puis après, tu as dû croiser des grands coachs durant ta carrière et tu apprends aussi d'eux et tu retranscris après ce savoir avec les gardiens que tu entraînes actuellement. Ça se passe comment, toute cette évolution? ouais, c'est un petit peu ça. Je crois que c'est la même chose quand on est joueur. On essaie de prendre un peu des trucs des gardiens à droite à gauche. Moi, j'ai pris Dominique Assec, Patrick Roy. Enfin, c'était mes gardiens que je regardais un petit peu quand j'étais jeune. Des belles références. Ouais, bah ouais. Mais c'était les meilleurs à l'époque où moi je grandissais. Et puis quand on devient coach, ben, c'est pareil. J'ai pris un peu les trucs des coachs que j'ai eus. Après, j'ai eu la chance d'avoir aussi des bons entraîneurs, chefs à Lausanne qui m'ont aidé aussi à me D'accord. former. Enfin, je veux dire, c'est un autre Un autre milieu, enfin, c'est un autre. milieu, c'est un autre Ouais. job. Donc, je suis resté assez humble par rapport à ça. Puis essayer c'est pas parce qu'on a joué à un bon niveau qu'on va être un bon coach. Donc, il faut travailler puis essayer d'avoir des bonnes bases de travail pour être performant aussi. D'accord. J'ai ma dernière question, après je laisse la parole à Greg. Je suppose que tu avais avant les matchs, tu étudiais, donc vous étudiez avec l'équipe adverse que vous alliez affronter. Et est-ce que tu étudiais en particulier des joueurs spécifiquement selon la façon dont ils tiraient, dont leur lancer, etc. Ou vous faites beaucoup de vidéos, beaucoup de choses comme ça avant les matchs pour préparer en tant que gardien, ou c'est quelque chose Alors oui, on fait des vidéos, mais en général, c'est plus des trucs d'équipe. D'accord. Maintenant, les coachs du gardien, il y a aussi un travail un peu sur l'équipe adverse, des choses comme ça, mais je crois que la plupart des gardiens, ils étudient, enfin, je veux dire, ils aiment regarder ce qui se passe dans les autres matchs, savoir la tendance des joueurs. Oui, parce qu'ils ont des préférences de tir, je suppose, dans leur sélection et leur positionnement sur le terrain, enfin sur Pas des préférences de tir, mais on sait un peu les tendances de certains D'accord. joueurs. On sait les joueurs dangereux, quelle position on ne veut pas trop que ces joueurs shootent, par exemple. Des trucs comme ça, mais je crois que moi, quand j'étais gardien, je faisais vraiment attention à qui était sur la glace tout le temps. D'accord. Et puis, c'est des trucs que, par exemple, on peut discuter avec mes gardiens maintenant. Ouais. Et dernière question, est-ce que tu avais des joueurs que tu redoutais plus que d'autres? Ou pour toi, ils étaient tous dangereux et que tu prenais tout le monde au même niveau de danger, on va dire? Une question un peu naïve hein, que je pose. Non. On me l'a posé souvent cette question, mais je crois que si Ovechkin sur la glace, c'est sûr que voilà, c'est pas la même chose qu'un autre joueur, mais tous les joueurs en NHL amènent quelque chose un peu sur la table et Crosby, ça pouvait être son intelligence de jeu, ses passes, mais il pouvait marquer aussi. Enfin, je veux dire, on les connaît, hein, les grands joueurs. Oui. Il n'y a pas tellement de secrets, mais c'est sûr que quand ils sont sur la glace, il y a une petite. Il faut faire attention, porter une attention supplémentaire
quand ils sont là. Hein. Super, merci. Greg, à toi. Ouais, alors moi, ça va être plus sur les cartes parce que c'est Ouais. quand même le but du Oui, podcast. Déjà, Christo, est-ce que tu sais combien de cartes, entre guillemets, sont référencées officiellement pour toi? Non, j'ai À peu aucune près. idée. D'accord. Donc, on a regardé, on s'est penché un petit peu. Moi, j'ai ma petite collection, mais il y a 629 cartes donc qui sont référencées et donc Ok. qui vont de 1998 à 2018. Donc voilà. Ok. Je Donc, savais pas. on a quelques Français forcément qui ont des sacrées collections, qui Bah, sont au plus proche quasiment de l'ensemble de tes cartes. Alors les plus dures sont les one of one, les fameuses cartes où il y en a qu'une que tu peux tirer dans les paquets. Donc ça Ok. c'est et euh, d'ailleurs, Et tu es très prisé des collectionneurs français parce que c'est compliqué d'obtenir des cartes. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça que ma copine n'en a pas beaucoup, c'est parce que justement les Français gardent tes cartes. Donc pour en obtenir, c'est complexe. Faudrait que je c'est regarde ça. ce que j'ai comme carte alors, mon mais. Ouais. Mais garde-les, c'est des beaux objets. Et c'est vrai que alors est-ce que pareil donc je pense que tu te souviens les fameuses cartes avec les morceaux de maillot aussi, donc les Ouais. patchs avec les morceaux carrément de logo. Ouais. Donc numéroté. Donc ça c'est pareil. Est-ce que à la fin des matchs, par exemple, on te disait tu nous donnes un maillot ou c'est l'intendance qui récupère le maillot et qui était donné à Uperdec par exemple ou... Non, nous, enfin, je veux dire, nous, ils nous donnaient un maillot par année, je pense, les équipes. Puis les autres maillots, je sais pas ce qu'ils en faisaient. Donc, D'accord. nous, on n'est pas du tout au courant de ce genre de truc. Ouais, c'était le club qui gérait pour vous, enfin le club ou les... Le club, il nous donnait un maillot dans l'année, en D'accord. général, peut-être deux, mais les autres maillots, je sais pas ce qu'ils en faisaient. Parce que c'est pareil aussi pour les cartes de hockey, il n'y a pas que les maillots souvent qui sont mis dans les cartes, ce sont des très belles collections, tu peux avoir des morceaux de patin ou des morceaux de crosse, c'est pareil, je pense que ça doit être le même système. Là on a un morceau de cross que Voilà. tu avais autographié. Ça, je pense, c'est des crosses qui ont été récupérées ou des crosses cassées lors d'entraînement. Enfin, du coup, il n'y a pas besoin d'avoir Oui. la crosse entière. Mais en tout cas, nous, on n'a jamais donné de crosse pour faire des choses comme ça. Je pense que c'est les collectionneurs, enfin ceux qui font les cartes, qui poussent le bouchon toujours plus loin pour essayer d'avoir Oui, un voilà. truc spécifique. Ouais. Bah, c'est ça une question, c'est que la culture américaine sur la collection, que ce soit les mémorabilia, les cartes, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins en France quand même, qui arrive aussi et qui a été relancé avec le Covid, mais c'est quelque chose que tu comprenais quand même ou tu as appris de cet univers parce que c'est particulier. Bah, moi, je t'ai dit, quand j'ai eu ces cartes, quand j'étais gamin, c'est vrai que je le comprends bien parce que moi, ça me faisait aussi rêver. Hein. Et mes enfants, je leur offrais des cartes. Enfin, voilà, je pense que ça fait partie un petit peu du rêve. Quand, nous, c'est plus le hockey plutôt que d'autres sports, mais je veux dire, c'est la même chose, quoi. Mes gamins, ils pouvaient connaître tous les joueurs qu'ils avaient en carte, quoi. Donc, ils sont intéressés à ça. Puis, donc, ouais, moi, je trouve ça cool. Je sais pas comment dire. Je l'ai fait quand j'étais jeune et je l'ai fait avec mes enfants. Non, mais en fait, ma question, c'était en fait Ouais. plus le côté, tu vois, le business poussé à son maximum, tu vois, aux États-Unis, que ce soit les signatures, les maillots, parce que c'est vraiment... aux États-Unis, tout le monde recherche de l'argent par n'importe quel moyen, pardon. C'est ça, ouais. Parce que des fois, ça peut être aussi, des fois, un côté. Nous, en France, on a encore ce côté un petit peu collection, un peu exceptionnel et passion, mais on voit arriver le mot, tu vois, investissement tout le temps. C'est des mots qui sont un peu durs à nos oreilles. Et nous, dans le podcast, qu'on essaye de dire, faites attention, parce que c'est la passion avant tout. C'est ça la nuance. Après, moi, j'avais un Américain là, dans mon club à Lausanne qui travaillait dans le staff, qui lui collectionnait des cartes en tout genre. Puis il avait une carte de André the Giant. Oui. Donc lui, il m'a dit, parce qu'il est grenoblois, donc voilà, il savait, voilà, on collait là-dessus, mais lui, il les garde vraiment, et puis il se dit, celle-là, peut-être que dans un certain temps, ça va valoir de l'argent. C'est sûr. Voilà.
Ça, chacun fait comme il veut. Je crois que c'est individuel. Ça peut être un plaisir de les garder, de les mettre au mur, ou ça peut être un plaisir, enfin, pour d'autres personnes, un plaisir de peut-être faire de l'argent plus tard là-dessus. Chacun fait comme il veut. Ça m'est égal, en fait. J'ai une autre question. Il y a une pratique aussi qui se fait beaucoup parmi les collectionneurs, c'est ce qu'on appelle le TTM, c'est-à-dire que c'est des collectionneurs qui vont t'envoyer une carte pour que tu la signes toi-même et que tu leur renvoies. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu es souvent sollicité pour ce genre de choses? Est-ce que tu réponds à ce genre de choses ou pas du tout? Je sais que ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui vont répondre, qui vont signer, qui vont prendre le temps, et d'autres qui ne le font pas, et d'autres qui renvoient un courrier en disant bah je veux bien le faire mais il faut payer. Parce que il y a eu des dérives avec ce système-là où certains collectionneurs envoyaient des cartes aux joueurs et ils revendaient les cartes bien cher derrière. Et quel est ton point de vue là-dessus? Les clubs ne retransmettent pas forcément les cartes comme ça. Alors maintenant, moi à Lausanne, je dois recevoir une centaine de cartes comme ça, de lettres, D'accord. par année. Mais ils me les envoient, enfin le club me les descend tous les mois, puis j'en ai 5-6, j'en sais rien. Et puis je les signe, moi. D'accord. Ouais, c'est cool. Ouais. Donc peut-être qu'à cause de nous, des fois, mais je les signe. ouais. Peut-être qu'à cause de nous, tu vas recevoir un peu plus de courriers du coup. on en est, Merde. on en est désolé. Et d'ailleurs, en parlant de signature, par exemple des cartes comme ça, donc par exemple où il y a 2 autographes, comment ça se passait? Tu recevais la planche ou la carte en elle-même et chacun votre tour vous signez. Comment ça se passait? Où ça? Dans les... Par exemple, quand tu as une carte comme ça, il y a 2 signatures. Donc là, c'est le duo de gardiens. Tu recevais par exemple la carte en premier ou en deuxième. C'était des planches de cartes. Comment tu te souviens? Je signe sur mon côté, puis après il la renvoie à l'autre personne. D'accord. Ouais. Okay, ouais. Ouais, il y avait donc ça te faisait des bonnes piles de cartes. Ouais. Ça pouvait arriver. Ouais. Ah ouais, non, c'est des côtés aussi que les collectionneurs, on aime bien savoir parce qu'aujourd'hui, ils ont mis en place des stickers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les joueurs ne reçoivent plus la carte. Ah, ok. Ou alors sur des collections très premium. Moi, honnêtement, ça s'est calmé maintenant. Hein, mais c'est vrai que, en général, les gens, ils envoient leurs cartes. Et puis, même des gens des États-Unis avec un billet des dollars pour payer le timbre, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Donc, oui, il y a des fois les timbres prépayés. Enfin, certains, ils envoient pas de timbre, mais bon, moi, je vais leur payer le timbre. Ça dépend un peu comment c'est tourné. En général, les gens, ils sont pas qui, c'est plutôt gentil, donc c'est pas un timbre à 1 franc ou 1 euro qui va changer grand chose. Mais c'est vrai que si t'en as 1000 quand t'es énorme valide, au bout d'un moment, ça peut chiffrer, ouais. Je pense que son agent, il récolte tous les trucs, il lui fait une bonne session d'1 heure, et puis c'est lui qui s'en occupe, des trucs comme ça. Ouais, carrément. Et en Suisse, tu sens qu'il y a eu, ou qu'il y a un engouement pour les cartes au club de Lausanne. Il y a des cartes aussi des joueurs. Ouais, il y a certains endroits où on retrouve plus, c'est souvent, c'est à Zurich ou à Zug. Il y a toujours un peu des collectionneurs qui sont là. D'accord. Sinon, non, en général, quand on sort du bus, on nous embête pas trop. Enfin, ça existe beaucoup moins, on va dire. Ouais, mais vous avez quand même des fans qui viennent vous voir après les matchs ou c'est plus... Ça commence à devenir la même chose qu'en NHL, s'il y a certaines patinoires où on n'a pas accès finalement. D'accord. Ouais, vous avez une sortie dérobée, quoi. Enfin, une sortie... ok. Exactement, mais non, mais ça arrive. Enfin voilà, c'est pas de la folie, mais ça arrive. D'accord. Okay. Et moi j'ai une dernière question. S'il y avait une carte avec un joueur avec qui tu aurais aimé être sur la carte, ou elle existe peut-être, on ne sait pas, quel serait ce joueur? C'est une bonne question, ça. Ou un sportif, parce que des fois aussi ils font des collections avec plusieurs sports. Ça peut être. Le joueur avec qui j'ai joué ou... Ouais, un joueur avec qui tu te dis, s'il y avait une carte avec un joueur, j'aurais aimé être, ou elle existe peut-être, on va voir ta réponse, mais on cherchera. Mais s'il y avait vraiment un joueur, tu te dis. Sidney Crosby, non? Je sais pas, pour moi, c'est pas mal, hein.
Mais ça doit, peut-être ça existe. Non, parce qu'on sait que Ouais, ça existe je avec pas de croix apparemment. Donc, Roi, Benzema, Regarde. c'était mon Rice. idole. Esposito. Ouais, elle est belle celle-là, avec les deux signatures. Je crois que je peux pas me plaindre. Donc voilà. Ah non, il y a des. Et il y en a sûrement d'autres où parce que ça arrive aussi qu'il y ait des triples ou des quadruples signatures et t'as 4 gardiens ou 4 joueurs. Alors souvent c'est par équipe, donc tu peux te retrouver avec 4 gars de Montréal à l'époque où tu jouais chez eux, ou sinon ça peut être 4 gardiens de 4 équipes différentes. Ouais. En Lausanne, j'avais celle-ci. Ouais, je me souviens de celle-là. Ouais. Et ce qui est très sympa, c'est les masques en NHL ou même à Lausanne. Ouais. Et le gardien, d'avoir ces photos, c'est magnifique. Ouais. D'ailleurs une question, cet équipement-là, les casques et tout ça, je sais qu'ils sont personnalisés pour chaque gardien. Et une fois que tu quittes l'équipe ou que tu t'arrêtes ta carrière, tu les conserves. Ça se passe comment? Ou c'est l'équipe qui conserve le casque ou... J'arrive pas bien à voir le casque, mais ça c'est. Ça, c'était à Montréal. Montréal. C'est avec les fantômes, ouais. C'est ça. Non, les casques c'est personnel en général. D'accord. Il y a quelques casques où ouais, c'est celui-là, ouais, qu'on donne pour des charités ou des choses comme ça. D'accord. Surtout en NHL, mais la plupart, j'ai essayé de les garder, pour être honnête avec vous. D'accord. Et est-ce que tu t'es fait une salle genre un peu musée comme certains sportifs? Je sais que par exemple Tony Parker à San Antonio, il s'est fait une salle avec tous ses trophées, ses bagues de champion, ses différents maillots. Est-ce que toi, t'es un peu comme ça ou toi, t'as gardé ça dans un coin mais tu exposes pas spécialement Alors, les bagues de champion, je pense que ça prend beaucoup moins de place que lui quand même. Mais... Ouais. Oui. Non, je pense que j'ai aussi moins de place dans ma maison que lui. Mais non, j'avais fait un petit couloir où il y avait un peu des photos ou des moments un peu spéciaux. Voilà. Mais les casques, je suis en train de réfléchir peut-être pour faire quelque chose avec, mais je sais pas quoi. D'accord. Ah, ça pourrait être sympa en tout C'est cas. cool. Sinon, pourquoi pas essayer de trouver un musée un musée du sport ou quelque chose qui pourrait prendre les pièces aussi. Ça peut être une idée. Je sais pas si ça existe, hein, mais. Ouais, j'étais en contact avec un musée pour donner des parties de mon équipement que je garde aussi. Donc voilà, à bon entendeur. Bon, en tout cas, merci beaucoup Christo d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir. Et on sait aussi qu'en France, il y a une belle communauté sur les cartes parce qu'il y a le magazine Slapshot qui avait, moi j'ai commencé en 2001, avait fait une rubrique sur les cartes. Et régulièrement, ils font des articles et ils proposent des cartes et ça fait partie de la culture hockey aussi. Et ça nous ravit d'avoir eu l'occasion d'échanger avec toi sur ça. C'est cool. Plaisir partagé. Merci de m'avoir eu. Merci à toi de nous avoir accordé du temps. On est très heureux. C'est hyper gentil. Au plaisir. Au plaisir. Et bonne continuation avec ton club. À vous aussi. À vous aussi. Envoyez les cartes. Envoyez, inonder la boîte, le courrier de Christo. Il a répondu, il va signer. Ça va être offert. Ciao les gars. Ciao.